Bien, bonjour mes jeunes caribous du Saint-Pakistan Sud. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis présent pour vous présenter mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC 258 Usman contre Burns. Ça a lieu ce samedi soir, pay-per-view, les mêmes heures que d'habitude pour un pay-per-view, genre 8 heures pour les prelims. Je te dirais 6h30 pour les Fight Pass Prelim. Il y a l'air d'avoir 3 combats, c'est les Fight Pass Prelim. Donc 6h30, 10h pour la main card. Ça nous met en vedette un combat de championnat chez les 170 livres entre Kamaru Usman et Gilbert Burns. Un combat qui a été remis à plusieurs reprises. Finalement, samedi, on va avoir la chance de le voir. Pour le restant de la carte, je vais être bien franc avec vous. C'est très semblable au Fight Night de la fin de semaine dernière. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas sorti mon preview 2 jours d'avance comme je le fais pour les pay-per-view absolument parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de hype sur cette carte-là. Puis quand tu regardes le line-up, oui, c'est un bon petit line-up, c'est un bon petit samedi avec des combats puis un title fight en main event, mais c'est pas rien de spécial cet événement-là, là, je vais vous l'avouer. Même moi, mon niveau de hype est assez limité, je vous dirais. Mais on va quand même y aller avec mes analyses et prédictions complètes, commençant par le combat principal de la soirée. Kamaru Usman, Gilbert Burns. Ce combat-là, il y a une de deux manières que ça se passe. Soit que Kamaru Usman met la pression sur Gilbert Burns, le clinch contre la cage et l'out-wrestle là, et Burns n'a pas assez de la bonne lutte pour dealer avec ça, puis ça nous donne un genre de combat à la Kamaru Usman où justement il clinche beaucoup contre la cage, donne des paquets de petits coups de talon sur ses orteils, puis c'est un gars qui strike beaucoup du clinch, le Kamaru Usman, il faut lui donner ça très actif dans le clinch, ça donne peut-être pas le genre de combat super intéressant comme on a vu contre Colby Covington, ils sont à range puis ils font juste frapper, mais c'est quand même un gars qui est actif dans le clinch. Je peux pas dire qu'il est juste un genre de lay and pray guy, un gars qui va wall and stall, justement, s'accrocher sur son adversaire puis ne rien faire. Il est actif de là, mais il n'y a quand même pas beaucoup de séparation dans ses combats, puis il n'y a pas beaucoup de changement de phase, ce qui fait que les gens ont tendance à trouver que même si tout ce qu'il fait est techniquement là, très beau et très proficient et du niveau d'un champion du monde, c'est peut-être pas l'affaire la plus intéressante à regarder, surtout pour les fans plus casual. Ceci étant dit, si réussi, là, si Gilbert Burns n'a pas assez de lutte pour dealer avec Kamaru Usman, c'est ça qui va se passer, il va se faire out-wrestle. Kamaru Usman n'amènera jamais Gilbert Burns au sol, entre vous et moi, parce que, écoute, c'est des gars qu'on le sait, se sont entraînés ensemble là, pas mal toute leur carrière. Là, récemment, Usman a effectué un changement et s'entraîne maintenant avec Trevor Whitman en compagnie de Justin Gaethje. J'ai vraiment, vraiment hâte aussi de voir qu'est-ce que ça va apporter à sa game. On se demandait ça un peu contre Masvidal. Il est avec le même style game plan que d'habitude. Je ne sais pas si ça prend plusieurs combats, mettons, avec ce que Whitman essaie de lui faire, rentre en ligne de compte vraiment, puis qu'on le voit plus dans les combats. Ça serait le fun de voir ça ici, mais écoute, je pense que justement, si Usman est juste capable de garder Gilbert Burns contre la cage, laisser aller beaucoup de strikes, contrôler la position et s'assurer de ne pas aller au sol avec le champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien, ça va être un combat qui va gagner facilement, je dirais, par Kamaru Usman. L'autre option, ben, c'est le Colby Covington scénario, un peu. C'est le scénario où, finalement, Gilbert Burns est vraiment un meilleur lutteur qu'on s'attendait. Et puis, Kamaru Usman n'est pas capable de le contrôler dans le clinch. Gilbert Burns, soit passe proche de le takedown, puis Kamaru Usman se dit « Oh non, moi, je ne veux pas me retrouver au sol avec ce gars-là, donc je ne vais pas engager dans cette phase du combat-là. » Ou juste que Gilbert Burns est capable de repousser, puis de se retrouver à distance, puis de laisser aller ses mains. Gilbert Burns, on le sait, avec Henry Hoof, est vraiment devenu un très bon striker à la Henry Hoof, je te dirais. Aucune étincelle, là. Ne fait rien. C'est pas qu'il va sortir un spinning kick, des grosses techniques flashy. C'est vraiment bread and butter, le gars. Lance des straight, lance des hooks, lance des leg kicks, lance, tu sais, toutes les strikes, mais les strikes conventionnels, puis il lance bien, puis il lance avec power, puis il lance droit, puis c'est rendu un très bon striker. Gilbert Burns aussi très bon en transition, dans le sens que si c'est dans le clinch avec Gilbert Burns, quand tu t'en vas du clinch, quand tu te sors du clinch, il faut que tu fasses attention parce que le gars, il strike en sortant, il strike en rentrant. Même chose debout, on l'a vu, là, il a défendu un takedown de Demian Maia ou quelque chose comme ça, puis dès que Maia s'est relevé, pouf, un petit hook, complètement fermé les lumières, il est très bon en changement de phase pour aller placer une petite strike qui surprend ses adversaires. Puis souvent, c'est comme ça qu'il réussit à passer ses KO. Ceci étant dit,
Je ne le sais pas personnellement, le plus que j'y pense, si Gilbert Burns a assez de lutte pour forcer un stand-up fight out of Kamaru Usman. Je pense que, comme on l'a vu contre Covington, oui, Burns est plus puissant, mais ne lance jamais le volume d'un Colby Covington. Fait que je pense que tu sais, Kamaru Usman, à la base aussi, son striking, c'est le striking d'Henry Hoof, où il lance tout bien droit, rien de trop strike, rien de trop flashy, vraiment des bons fundamentals qu'il lance avec une belle technique puis du bon power. Puis on s'entend que Kamaru Usman est excessivement puissant. Ça paraît pas tant dans ses mains parce que c'est pas un gars qui sert tant de ses mains que ça, mais sa force physique est inégalée. Là. Il réussit à complètement contrôler, puis selon moi, à genre juste ruiner la carrière de Tyron Woodley. Là. Il a comme enlevé l'âme de Tyron Woodley. Déjà que Tyron Woodley, c'est un gars qui a tendance à être susceptible à la pression. La façon dont il l'a juste comme mopé pendant 25 minutes, on a vu que Tyron n'est plus le même après. Puis il n'est pas plus le même parce qu'il a mangé une sale volée ni rien. Là. Il n'a pas beaucoup mangé de dommages dans ce combat-là, mais néanmoins, il n'est plus le même. Donc, c'est ça. Mon pick, basically, c'est Kamaru Usman. J'ai bien peur. Là. J'ai dit au podcast avec Greg que je pensais que ça allait être un bon combat. Puis plus que j'y pense, j'ai peur que le premier scénario se réalise, malheureusement, puis qu'on ait un clinch heavy fight ici en faveur de Kamaru Usman. Je pense que même si on aurait un striking match, j'ai tendance à voir Usman gagner ici par décision. Ça me surprendrait bien gros. Là, à moins que le combat aille au sol, puis il y a des échanges de grappling prolongés. Ça me surprendrait bien gros que Gilbert Burns remporte ce combat-là et devienne champion du monde des 170 livres. J'ai donc Kamaru Usman par décision ici. Co-main event, bon petit combat. Peut-être pas ce que tu espérais en co-main event d'un pay-per-view, par exemple. Je pense que c'est un bon main card pay-per-view fight, ça, mais peut-être pas un co-main event de la soirée, mais bref. C'est Maycee Barber face à Alexa Grasso. Maycee Barber qui va être de retour. On le sait tout, elle était sur une tear absolument incroyable où elle a fini plein de jabs. Là, elle a affronté Roxanne Modafferi. Tout le monde se disait, le athletic match-up ici est incroyable. De genre, probablement une des meilleures athlètes dans la division contre probablement la pire athlète dans la division. L'affaire, c'est que la pire athlète avait toute la technique, puis la meilleure athlète n'avait aucune technique. Ben, sûr qu'elle s'est complètement blow le genou aussi là, dans ce combat-là. Mais tu sais, Roxy a complètement out-grapple Maycee Barber comme si de rien n'était là, dans ce fight-là. Puis je ne sais pas si on peut vraiment se servir de ça ici, parce qu'Alexa Grasso, oui, tu sais, va se combattre dans le clinch, va le shooter un takedown ici et là une fois de temps en temps, mais à la base, Alexa Grasso, c'est une boxeuse, une très bonne boxeuse. Ce qui m'inquiète un peu ici, je vais vous avouer, c'est qu'Alexa Grasso, des fois, un peu comme sa partenaire d'entraînement et collègue, là, Irénée Aldana, les deux, ils ont comme tendance, des fois, à être très touchables en échange parce que c'est des bonnes boxeuses, techniques, bougent bien, ont du bon power, font plein de bonnes choses, mais des fois se laissent un peu emporter dans un échange puis ils ont tendance à se faire taguer en retour. Puis je pense que c'est là que ça peut être dangereux pour Grasso dans ce combat-là parce qu'il n'y a aucun doute que ça va être la meilleure boxeuse des deux. Là. Je pense pas que Maycee Barber peut arriver là et prétendre être une meilleure boxeuse technique qu'Alexa Grasso. Là où Barber peut apporter des problèmes dans ce combat-là, c'est avec sa physicalité puis sa puissance. C'est une fille qui frappe fort, qui elle aussi est game, justement, parce qu'elle est très tough. On l'a vu justement contre Roxanne Modafferi. Même si elle ne gagnait pas ce combat-là, elle n'a jamais abandonné. Et puis, tu sais, même si elle avait comme le ligament complètement pété dans le genou, elle a insisté là, à se battre pour tout le combat, puis elle n'a jamais abandonné, puis elle n'a jamais arrêté d'essayer, même si la façon dont elle pouvait essayer était rendue très limitée à cause de sa blessure. Donc, j'aurais tendance à avoir peur un peu que Alexa Grasso se laisse entraîner dans une échange avec Maycee Barber puis que Maycee Barber réussisse à la taguer sévèrement en retour ou juste que Maycee Barber décide d'utiliser sa force physique pour juste wear on her là, dans le clinch puis justement sortir encore une fois ici un genre de clinch heavy game plan où elle va essayer de fatiguer son adversaire parce qu'on a vu Grasso là, des fois peut-être un petit peu manquer de jus à la fin de ses combats, ce qui est normal parce qu'elle a tellement un pace élevé, je te dirais, en temps normal que ça se peut que tu aies moins d'énergie à la fin qu'au début au pace auquel elle se bat. Fait que si Maycee Barber arrive là et dit moi, je le sais que je ne suis pas une aussi bonne boxeuse qu'elle, donc je vais me servir de ma force physique. Je vais me servir de mes attributs physiques pour wear on her. Peut-être même essayer d'aller chercher un takedown puis de conserver la position puis d'être lourde sur le top puis d'essayer d'aller du gros ground and pound puissant. Chose qu'on sait que Maycee Barber, son ground and pound est absolument redoutable. Fait que c'est la façon qu'elle pourrait gagner. J'ai quand même l'impression qu'Alexa Grasso est une assez bonne lutteuse en général pour pas trop se faire contrôler. C'est sûr que Maycee Barber
plus une vraie 125. Tu sais, Grasso, c'est une grosse 115 livres qui n'était plus capable de faire le poids parce qu'elle vieillit. Donc, elle devient comme de facto une 125 livres. Mais si Barber a essayé à 115, mais ça a pas mal toujours plus été une 125 livres, là, entre vous et moi. Donc, je pense que Barber a peut-être l'avantage, le côté force physique et ce côté plus physique-là du combat. Je pense que la technique de Grasso, quand même, va prevail ici. C'est pour ça que je vais la prendre par décision. Ensuite, Kelvin Gastelum face à Jan Heinisch. Je ne sais pas trop quoi penser de ce combat-là, parce qu'on dirait que tu me donnes le même Jan Heinisch, parce que Jan Heinisch a toujours été Jan Heinisch. Ce qui est drôle, c'est que c'est un prospect, mais c'est pas comme le gars que tu vois beaucoup, genre, d'amélioration ni rien dans sa game tant que ça. Genre, c'est un gros tough, qui pousse un pace ridicule, puis il fait deux choses, c'est qu'il lance des over and right, puis il shoot des takedowns. C'est tout ce qu'il fait, mais il travaille, puis il scramble, puis il travaille, puis il arrête pas, puis il pousse un pace, puis il est là pendant 15 minutes, même s'il est fatigué, puis crime, pour vrai, même si la profondeur technique de Kelvin Gastelum, autant en lutte qu'en boxe, c'est même pas la même affaire. C'est pas la même affaire. Jan Heinisch lance 2 coups de poing, lance un jab des fois, puis lance des mains droites. That's it, that's all. Kelvin Gastelum a une bonne variété. Il est très rapide, surtout à 185 livres, là, excessivement rapide. Génère du bon power, même si c'est pas le plus gros des 185. Est un excellent lutteur, mais crime. Je me demande juste il est où, Kelvin Gastelum. Parce que depuis son fight contre Israël Adesanya, ben, ça a été difficile, tu sais, contre Darren Till, ça a été un genre de clinch fest de 15 minutes, qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas, il est où, Kelvin Gastelum. Puis oui, ça serait le pire loss de sa carrière, là, probablement, contre Jan Heinisch. Mais j'ai envie de pick Jan Heinisch, honnêtement. J'ai envie de pick Jan Heinisch parce que je le sais ce qu'il va faire. Je peux me fier sur lui. Je peux me fier que ça ne soit pas la meilleure affaire. Là. Je peux me fier qu'il n'y ait même pas une assez bonne game pour battre Omari Akhmedov. Mais je ne sais pas il est où Gastelum. Puis je l'ai vu dans ses derniers combats faire des choses pas rassurantes du tout. Puis je ne sais pas si je peux me fier sur lui pour rien, basically. Donc, je vais prendre Jan Heinisch ici par décision parce que je peux me fier sur le fait qu'il va essayer très, très fort, que même si... Tu sais, c'est genre le meilleur lutteur qui se fait toujours takedown aussi, Jan Heinisch, là, c'est assez hilarant. C'est un très bon lutteur offensif. Défensif, zéro pinball. Mais il scramble, puis il se bat, puis il arrête pas d'essayer. Puis quand tu es un bon positional grappler comme Omari Akhmedov, des fois, ça peut marcher. Quand tu es Antonio Carlos Jr., qui est bon au sol, mais qui des fois, il garde pas super bien ses positions parce qu'il essaie un peu trop la soumission. Ça fait que c'est un esti scramble fest que tu te fatigues complètement puis que tu perds au 3e round par TKO là, contre Jan Heinisch. Donc, je peux me fier sur Jan Heinisch pour être Jan Heinisch. Je sais pas si je peux me fier sur Kelvin Gastelum pour encore être Kelvin Gastelum. Pour cette raison, j'ai Jan Heinisch. Ensuite, Jim Miller, Bobby Green, esti, qui ont une promotion sur la main card après qu'un des combats, c'est quoi? Ah ouais, c'est vrai, ça fait chier, c'est Pedro Munoz contre Jimmy Rivera, qui était le combat que j'attendais le plus sur toute la carte, puis qui a été annulé à cause de la COVID, malheureusement. Donc, Jim Miller, Bobby Green. Écoute, Bobby Green va gagner. Tu sais, Bobby Green va gagner parce que Jim Miller, quand il gagne, c'est qu'il out-wrestle son adversaire. Puis je pense pas qu'il va être capable d'out-wrestle Bobby Green parce que il y a plein de façons de battre Bobby Green, là, dont juste rester at range puis rien faire. Puis tu peux t'assurer qu'il va être là à moins en faire que toi si tu réussis à assez le convaincre que c'est ça que vous êtes en train de faire. Mais la chose qu'on n'a jamais vue, c'est quelqu'un out-wrestle Bobby Green. Donc, je pense pas que Jim Miller va être en mesure d'out-wrestle Bobby Green, mais Bobby Green, c'est à la fois le gars qui peut partir sur une win streak puis après perdre un esti de combat non inspiré contre Thiago Moises que, ben honnêtement, je pense qu'il aurait dû gagner, mais que je peux pas être mad qu'il ait perdu parce qu'il a juste comme pas assez essayé dans ce combat-là, puis il y a toujours un risque que Bobby Green perde. Là. On s'entend, il y a toujours un risque que Bobby Green perde. C'est pas à cause qu'il est pas bon. Probablement que si ce gars-là était mentalement dans son combat, à tous les combats, il y aurait une fiche bien meilleure. Il est combien là? 27-11 avec un draw. Il y aurait une fiche bien meilleure que ça. Ce serait genre un top 7-8 au monde à 155 livres. Puis,
mais c'est pas ça. C'est juste un gars qui, mentalement, des fois, n'est juste pas présent dans son combat. Puis pour cette raison-là, je peux jamais le pick avec confiance. Mais si tu regardes le match-up sur papier, Jim Miller n'a pas le reach pour compete avec Bobby Green, a probablement pas la lutte pour out-wrestle Bobby Green et n'a plus, genre, déjà que ça n'a jamais été le grand athlète de la division, n'a plus l'athlétisme pour compete avec Bobby Green. Donc pour cette raison-là, j'ai Bobby Green. Ensuite, le seul combat de la carte que je n'avais pas fait un pic avant de, tu sais, comme là, j'ai ma feuille ici, j'ai tous mes pics décrits là. Mais celui-là, j'ai pas fait de pic encore. Parce que c'est Maki Pitolo contre Julian Marquez. Puis Maki Pitolo, si tu peux te fier sur une affaire de Maki Pitolo, c'est qu'il va perdre. C'est sa game, il perd, le gars. C'est juste ça qu'il fait. Puis la seule fois que je pense qu'il va, tu sais, je pense qu'il... Je vais reformuler ça. La majorité des combats que je pense qu'il peut gagner, il est perd. Puis la seule fois que j'étais pas mal sûr qu'il allait perdre, il a gagné. Mais genre, en tout cas, c'est un gars avec qui j'ai beaucoup de difficultés à évaluer parce que, regarde, c'est basically un brawler avec aucune takedown defense. L'affaire, c'est que Julian Marquez aussi, mais Julian Marquez est bien plus puissant, mais il ne lance pas le volume d'un Maki Pitolo. Puis je sais pas s'il y a le cardio d'un Maki Pitolo non plus. Puis ça fait des millénaires qu'il ne s'est pas battu. Je me rappelle même pas ce genre de gars qui s'est battu la première saison du Contender Series. Il y a comme Head Kick KO Phil Oz, nul autre que Phil fucking Oz. Puis là, il s'est retrouvé dans l'UFC. Il s'est battu une couple de fois. Depuis ce temps-là, Phil Oz a eu le temps d'aller se battre ici pour World Series of Fighting, la PFL. Je pense que c'est rendu la PFL à ce moment-là. Puis après, d'aller se battre une couple de fois pour CFFC. Puis de retourner au Contender Series. Puis de se battre dans l'UFC 2-3 fois. Puis de devenir un middleweight établi, genre. Puis Julian Marquez s'est même pas battu une fois depuis ce temps-là. Donc, Julian Marquez, oui, ça reste un brawler super tough et puissant qui a un cardio limité. Mais est-ce que je pense qu'il va finir Maki Pitolo? Je pense pas. Je pense que Maki Pitolo peut se faire out-wrestle par à peu près n'importe qui, mais si t'arrives, t'essaies de le puncher plus fort que lui de punch, ça se peut que tu punches plus fort que lui, mais je pense pas que ça va tant l'affecter. Fait que pour cette raison-là, je vais aller avec Maki Pitolo dans ce combat-là. On passe au prelim. Le main event des prelims, c'est Rodolfo Vieira, Anthony Hernandez. Et ce match-up-là, c'est horrible pour Anthony Hernandez. Parce que Rodolfo Vieira, écoute, c'est le nouveau Jacare de la division, pas compliqué. C'est le top level Jiu-Jitsu, le champion du monde à multiples reprises. Probablement même que si tu regardes en Jiu-Jitsu, simplement, Rodolfo Vieira a plus d'accomplissements que Jacare Souza. Rodolfo Vieira est un Jiu-Jitsu practitioner plus accompli en termes de médailles de championnat du monde, de ADCC, de ci, de ça, que Jacare Souza. C'est sûr que Jacare est venu en MMA un peu plus rapidement qu'un Rodolfo qui a une carrière de Jiu-Jitsu de des milliards d'années. Je ne sais même pas il y a quel âge Rodolfo Vieira, mais il n'est pas jeune. C'est sûr qu'il est dans la trentaine, puis si tu me dis qu'il a 35, 36, je ne suis pas surpris pantoute non plus. Bien que je ne le sais pas, je n'ai pas vérifié du tout. Mais bref. Fait, il y a un style un peu aussi à la Jacare, genre pas encore très bon debout, mais peut générer du bon power. Mais lui, il shoot des takedowns. Le shoot des takedowns n'a pas peur, ne se cache pas du fait qu'il veut se battre au sol contre ses adversaires. Puis, Anthony Hernandez est trop un all-rounder pour ne pas... Je pense pas qu'Anthony Hernandez basically, est capable d'arriver là, de travailler derrière un bon jab de circle, puis de s'assurer de ne jamais se faire takedown par le chum Rodolfo Vieira. Puis c'est pas compliqué. La seconde, ça va toucher le sol. Ça va être très, très, très difficile pour Anthony Hernandez de ne pas se faire soumettre, considérant que c'est déjà fait pass-out par un anaconda choke de Marcus Perez. Je pense que ça en dit assez long sur... tu sais, c'est ground game. La ground game est pas mauvaise là, quand tu regardes généralement dans l'UFC, mais on parle ici de probablement sinon le grappler le plus accompli dans tout l'UFC en termes d'accomplissement en grappling à l'extérieur du MMA. Regarde, c'est qui le grappler le plus accompli dans l'UFC en ce moment là, en termes de jiu-jitsu pur? Probablement Rodolfo Vieira. Donc, on parle ici d'un comme peut-être 2-3 Jiu-Jitsu practitioners dans le sport. Et puis, Anthony Hernandez va se faire soumettre au premier round, d'après moi. Ensuite, Belal Muhammad, Diego Lima. Ça, c'est un combat que j'aurais pick pour Belal Muhammad, que je pick pour Belal Muhammad, d'ailleurs. Mais je l'aurais pick beaucoup plus facilement, je vous dirais, il y a quelques temps, où Diego Lima n'allait nulle part. Mais là, je ne sais pas s'il est arrivé. Quelque chose qui a cliqué dans sa game, puis
récemment, ça marche. Il a tout le temps l'air nonchalant et paresseux qu'avant. C'est un gars qui a l'air nonchalant. Tu sais, il est long, là, il laisse aller un long jab paresseux, puis ou un petit hook. Puis ça n'a pas l'air de. Techniquement, c'est beau, là, tu comprends, mais il n'a pas l'air de rien mettre en arrière. C'est juste l'air de pour laisser aller des strikes, pour laisser aller des strikes. Puis là, boum, un moment donné, ça va, c'est dur. Un moment donné, il y en a une qui collecte, flash, puis elle knock son adversaire. C'est juste ça qui arrive avec Chad Laprie, justement. Du battle, puis là, juste un petit check hook, pour qui a connecté juste à la bonne place. Dag, lumière éteinte, Chad Laprie est au sol, KO. C'est genre, hein, comment il a généré du power dans ce hook-là qui avait l'air tellement mou, tellement smooth, là, quand il est rentré. Genre, je suis un petit hook, là, voici, pouk. Tu sais, tout tranquille. Fait genre un tricky power dans le Muay Thai de Diego Lima. Lance des bons leg kicks, comme son frère, évidemment. Peut-être plus axé sur le grappling aussi que son frère. Là, Diego Lima a plus tendance à vouloir utiliser son jiu-jitsu que Douglas. Donc, je pense que le fait que ça a cliqué, ça fait de lui un bon combattant. De milieu de division à 170 livres. Belal Muhammad, je pense qu'il est un peu meilleur que ça. Puis il est un peu meilleur que ça parce que lui aussi, c'est vraiment un très bon all-rounder. Bon striking, bon grappling, bonne lutte, bon clinch control, un bon combattant positionnel, mais un combattant qui est aussi capable de toujours travailler, de lancer de bons volumes, de faire les choses bien, puis aussi qui arrive toujours avec un bon game plan adapté à chaque adversaire, puis qui est capable d'arriver dans la cage, puis même s'il y a de l'adversité, même si des fois ça ne marche pas toujours du premier coup, réussit toujours un moyen de faire fonctionner son game plan, puis je pense que juste ça, ça lui donne un très gros avantage contre Diego Lima, qui oui, va arriver là, puis il va être prêt à faire un peu de Muay Thai, puis prêt à faire un peu de Jiu, puis prêt à faire un peu de lutte entre les deux, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, mais je pense pas qu'il arrive là avec genre je vais faire ça qui va m'amener à ça, qui va m'amener à ça, qui va m'amener à un finish ou la victoire par décision face à Diego Lima. Donc j'ai Belal Muhammad ici par décision. Ensuite, Polyana Viana Mallory Martin. Oh, j'ai de la misère avec ce combat-là parce que t'en as une qui a l'air d'avoir toutes les skills avec aucune game, puis t'as l'autre qui a l'air d'avoir toute la game avec pas particulièrement beaucoup de skills. Je m'explique. Polyana Viana, c'est une bonne grappler, très bonne pratiquante de jiu-jitsu brésilien. Aucune lutte, il faut se le dire, par exemple. Aucune lutte, mais elle pull guard, puis elle est très bonne de sa garde en général. Puis ça y a réussi contre plusieurs combattantes auparavant. Debout, elle est juste excessivement wild. C'est la genre de combattante qui va essayer de prendre ça tranquille, puis de se mettre sur son basic. Puis là, quand son adversaire va la charger, ben, elle va reculer en lançant des hooks. Puis quand son adversaire va être assez proche d'elle, elle va l'attraper et pull guard. Tu comprends? Fait il y a des belles choses qu'elle fait, des beaux skills ici et là que tu vois, que tu sais, si elle pouvait créer une game alentour de ces skills-là, ça serait une très bonne combattante, mais elle a juste pas de game. Elle est juste là, puis elle fait ce qu'elle pense qu'il est le mieux de faire sur le moment, sans trop de planification. Mallory Martin, elle, c'est pas particulièrement une bonne striker. Elle est capable, pas super bonne. Correct lutteuse, correct grappler. Pas, tu sais, cette fille-là peut absolument genre se faire pull guard et se faire passer un triangle par Polyana Viana, là. Absolument. Comme elle peut genre essayer de mettre la pression, puis boum, se faire taguer par une shot qui la drop puis qu'elle se fait finir ainsi, là. C'est très, très, très possible parce que c'est pas elle qui a les skills, mais elle est tough. Puis elle met de la pression, puis elle a une game. Elle sait ce qu'elle veut faire. Elle veut mettre de la pression, laisser aller ses mains, ça va la lead vers un takedown, d'où elle va contrôler son adversaire au sol, essayer de lander du ground and pound, puis peut-être passer la garde dans le but de le mener, se retrouver dans une position. Est-ce que son adversaire donne son dos, prenne son dos, passe un rear naked choke et gagne. Elle a vraiment un bon process dans sa game. Pour cette raison-là, je pense que je vais être obligé de la pick parce que la game de Viana, c'est juste tellement n'importe quoi, puis elle va tellement elle-même se mettre dans les positions que Mallory Martin va avoir planifié d'être pour remporter le combat, que je pense que ça va plus être si Mallory Martin drop la balle dans son game plan que Viana va pouvoir profiter de l'erreur pour remporter le combat. Puis, comme j'ai dit, Mallory Martin, une fiche de 7 victoires, 3 défaites, c'est vraiment quelque chose qui pourrait fortement arriver dans ce combat-là. C'est arrivé auparavant, mais sur papier, quand je regarde la game des deux puis la dynamique du combat, j'ai pas le choix d'y aller avec Mallory Martin par décision ici. Ensuite, combat de dernière minute, André Ewell, Chris Gutiérrez. Beaucoup de misère avec ce combat-là. Beaucoup de misère avec ce combat-là parce que Chris Gutiérrez, c'est un gars qui est un spécialiste pour enlever le combat du combat. Le preview que j'écoute là, avec Bloody Elbow, il appelle ça un combattant négatif. Puis je comprends un peu de quoi il parle, de ce qu'ils veulent dire par là. C'est vraiment un combat. Tu sais, un combat que plus ça avance,
plus ça a l'air d'un sparring où les gars sont un en face de l'autre, puis ils prennent des tours, là, genre, je te lance un 2, oh, les vas-y à toi, ok, un leg kick, oh, je le check, oh, attention, je vais te lancer un jab avec une straight, puis un hook après, à toi, tu sais, plus ça prend des tours. Chris Gutierrez, c'est un pro pour amener le combat là, puis quand le combat est là, ben sa game est faite pour ça, là, oh, petit leg kick, circle, circle, un 2, circle, circle, go, leg kick, un petit changement de rythme ici là, tu sais, tu comprends, pour surprendre son adversaire, le garder sur ses talons, mais il garde tout le monde sur ses talons, mais le volume ne vient pas nécessairement, tu comprends? Puis c'est comme ça qu'il réussit à gagner des combats très serrés. L'affaire, c'est qu'André, well, je ne sais pas s'il est capable. Je pense que ça se peut que Chris Gutierrez soit assez habile debout pour negate la game d'André Wall, qui est genre, je lance du volume. C'est ça sa game, c'est ça qu'il fait. C'est un combattant très, très, très actif debout. Qui est fait sur le long, qui a un très bon reach advantage pour les 135 livres, puis qui devrait, là, sur papier, en avoir un ici aussi. Je pense que la raison pourquoi j'ai envie de pick Ewell ici, c'est que malheureusement pour Chris Gutierrez, quand son adversaire décide juste une fois de temps en temps de « Hey, check ça, je vais switch le momentum puis lander un takedown », ça peut être la seule affaire qui fout Gutierrez dans la merde. On l'a vu contre Cody Durden. Là. Il a donné un takedown, il a fait prendre son dos, il a donné un 18 sans même... Parce que, tu sais, il est autant inactif au sol que debout. Là. Au sol, si t'as son dos puis il se sent pas en danger immédiat de se faire choquer, il va, tu sais, bite son time, être bien patient, rester là, puis essayer de trouver une manière de s'en sortir, mais ne pas forcer une manière de s'en sortir. Ce qui fait qui peut se faire contrôler positionnellement assez facilement. Puis, j'ai juste l'impression qu'André Wolf va aller chercher une coupe de takedown dans ce combat-là, puis c'est comme ça qu'il va remporter la décision. Ensuite, Ricky Simon, Brian Kelleher. Ça va être un gros combat. Potentiel fight of the night. Je pense que ça va être très bon. Ricky Simon, c'est un gars un peu à la Merab Valishvili qui va lander beaucoup de takedowns sans ne jamais vraiment garder beaucoup de position là, de top control. Puis je pense que c'est ça qui va arriver dans ce combat-là, basically. L'affaire, c'est que Kelleher, c'est un gars qui est peut-être un slow starter, je vous dirais, puis plus le combat avance, plus il se met dans sa game, puis là, il commence à flow debout. Puis c'est quand il flow debout qu'il est à son meilleur, parce que sinon, en début de game, c'est juste un combattant qui va soit lancer du power avec ses mains ou essayer quelque chose de super puissant. Genre, le genre de gars qui va essayer de te take down, de te lever, puis de te slam. Ricky Simon le fait ça aussi, d'ailleurs, là, beaucoup. Mais Keller, justement, si tu essaies de faire ça avec lui, va peut-être juste essayer de faire ça sur toi. Puis, des fois, ça sort un peu de sa game, là, essayer de faire des moves un peu spectaculaires. Mais plus le combat avance, plus il a l'air de se grounder dans son combat puis de se concentrer sur justement sa game. Puis c'est là qu'il devient de plus en plus compétitif. Fait que d'après moi, on a un premier round qui va être facilement remporté par Ricky Simon. Les deux autres rounds vont être compétitifs. Je pense que le premier round, ça va être assez pour que Simon remporte ce combat-là. Là, si Keller n'arrive pas avec un surprise TKO à quelque part au troisième round, là, je pense que Simon devrait gagner la décision. Mais ça va être un bon combat compétitif. Ensuite, on a Gabriel Green, Phil Rowe. J'ai pas le choix d'être biased envers Gabriel Green ici. Le gars a tellement donné. Il est arrivé là, de nulle part, short notice, contre Daniel Rodriguez, qui est un gros crise de prospect. Puis ils ont sorti une guerre, là, une guerre. C'était violent. C'était genre un des très bons combats de l'année entre deux complets no-name là, à ce moment-là. Puis Gabe Green, vraiment très bien performé dans une défaite. Puis je sais que j'aime pas dire que ce combattant-là va être excellent parce qu'il a bien performé dans une défaite, mais il a assez bien performé dans une défaite pour que je le pique ici. Parce que Phil Rowe, c'est un gars qui a 413 km de reach sur tout le monde de la division, mais qui s'en sert très mal puis qui se retrouve toujours comme genre au sol parce qu'il n'y a pas une bonne takedown defense ou genre dans le clinch ou genre il y a de la misère. C'est pas un gars que j'ai vu être capable de garder son range, de travailler dans un range où lui est capable de toucher son adversaire, mais que son adversaire n'est pas capable de le toucher en retour. Il n'est pas capable de conserver ce range-là assez longtemps. Puis s'il était capable, je le piquerais là, facilement contre Gabriel Green parce que c'est un bon striker. Puis les choses qu'il fait à range sont très belles. Phil Rowe, je ne suis pas capable de le garder. Puis je pense que Gabriel Green, qui va vouloir get inside puis rendre ça vraiment dirty puis lander du gros power sur son adversaire puis à la limite aller chercher un takedown au besoin. Je pense que c'est la game qui est favorisée ici. Puis c'est pour cette raison-là que je vais pick Gabriel Green. Et le premier combat de la soirée, c'est Jillian Robertson, Miranda Maverick. Puis écoute, j'ai un peu de peine à dire ça, mais je pense que Jillian Robertson a été exposée dans son dernier combat face à Taila Santos, dans le sens que Jillian Robertson, c'est une bonne lutteuse, c'est une excellente top grappler. Son ground and pound est de mieux en mieux. Sa submission cap est absolument incroyable. Puis c'est sur le top, c'est probablement une des combattantes les plus dangereuses dans la division.
partout ailleurs, c'est probablement l'inverse. Une des moins bonnes strikers de la division. Si tu réussis à la take down, on l'a vu là, contre Santos, vraiment beaucoup moins de réponses sur son dos que quand elle est sur le top. Et Miranda Maverick, c'est exactement là qu'elle va essayer de se battre. Là. C'est soit debout, où elle va absolument battre Gillian Robertson, ou sur le top, où elle va absolument battre Gillian Robertson. Donc, j'ai Miranda Maverick ici par décision dans ce combat-là. Et c'est ça qui va conclure mes analyses et prédictions complètes pour l'UFC 258. Faites-moi part de vos opinions et vos impressions dans les commentaires. Vos prédictions aussi, je veux savoir qui vous pensez qui allait gagner. Laissez-moi un like, abonnez-vous à MMA Talk sur toutes les plateformes, puis c'est ça. On se parle genre probablement après le combat quand je vais faire un live. Sinon, c'est dimanche pour la Hypo Podcast.